Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Gérard. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce nouvel épisode du podcast Never Stop Learning. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec toi de la digitalisation de la formation d'un groupe pharmaceutique. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Bien, avec plaisir Gérard. Donc, je m'appelle Jean-Claude Roche, j'ai une trentaine d'années d'expérience derrière moi dans l'industrie pharmaceutique. Expérience assez diverse, je n'ai pas fait que de la formation. J'ai fait pas mal de formations, mais j'ai aussi été au comité des directeurs d'un gros laboratoire, de la filiale française d'un gros laboratoire américain. Et j'ai eu l'opportunité donc au cours de ces années de mettre en place un certain nombre d'initiatives et de programmes autour de ce qu'on appelle le learning et le développement. Donc au-delà de la formation, c'est l'accompagnement des collaborateurs dans je dirais, leur parcours professionnel. Et puis, depuis 3 ans, j'ai sauté le pas. J'ai eu envie de créer ma société qui s'appelle Santé Neuf Consulting. J'accompagne des entreprises essentiellement en santé, laboratoires pharmaceutiques et dispositifs médicaux, dans leur transformation, dans la transformation de leur relation avec les professionnels de santé. Et bien entendu, ça inclut aussi la transformation de tout ce qui est programme de formation et de développement auprès de ces laboratoires. Alors, effectivement, tu as un très beau parcours et c'est pour ça que je t'ai invité sur cet épisode, puisque pour moi, tu as même été un des précurseurs, tu es modeste, parce que pour moi, tu as vraiment été un des précurseurs pour la création du contenu de e-learning, au début où c'était vraiment les balbutiements. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises d'où tu es parti, ce qu'on pourrait appeler la formation presque 1.0, c'est-à-dire finalement ce que tu faisais à l'époque, des supports de formation papier, pour aller vers, il faut bien le dire, des CD-ROM, et puis sur des plateformes de plus en plus sophistiquées. Et on parlera de tes 2 derniers projets, parce que moi, ils m'ont impressionné. On y reviendra après. Donc si tu peux nous faire un peu d'historique, comment tu es passé finalement de la formation traditionnelle, papier, présentiel, jusqu'au e-learning, au digital learning? Mais figure-toi que, quand je suis, entré en formation, comme on je sais pas, comme on entre en religion, c'était à la fin des années 90. J'étais à l'époque, responsable commercial, directeur commercial, et puis j'ai pris, la tête de l'équipe formation, donc de ce laboratoire pharmaceutique. À l'époque, tout était papier et tout était présentiel. Donc, c'était extrêmement simple, c'était d'ailleurs plutôt sympa, mais tout était extrêmement traditionnel. Et puis ça a été, les premières étapes digitales, donc comme tu le disais si bien, avec les CD-ROM. Donc on a commencé à d'abord mettre des contenus papier sur CD-ROM, on les a animés un peu, on a mis de l'image, on a mis du son. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné au début, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des limites, parce qu'il suffit pas de mettre du son et de l'image pour accompagner des collaborateurs. Et j'étais à l'époque en charge de la formation pour un peu plus d'1 millier de collaborateurs, essentiellement des cadres de l'industrie pharmaceutique. Et finalement, au fil des années, la vraie évolution, bien sûr, elle est technique et on est passé du CD-ROM au tout web. Et puis aujourd'hui, on a des outils techniques absolument fabuleux. On peut faire de la 3D, on peut faire des tonnes de choses. Mais au-delà de ces évolutions techniques, finalement, la vraie évolution, elle a été dans la position qu'on a voulu donner à nos apprenants. Et finalement, je pense que le cœur de l'évolution, ça a été de considérer que les apprenants sont des clients et des utilisateurs au même titre que les professionnels de santé, au même titre que les patients. Et finalement, quand on a ça en tête, ça change beaucoup dans le processus de construction des programmes de formation. Et ça a été un peu ça l'évolution au fil du temps, de plus en plus tenir compte de l'apprenant, sachant que
dans un monde très normé comme l'industrie pharmaceutique, c'est un peu comme l'aéronautique, les apprenants sont obligés d'apprendre. Et si on se contente de ça, finalement, on ne crée pas de vrai levier d'apprentissage. Donc on est parti du principe que progressivement, considérons que les apprenants ne sont pas obligés d'apprendre. Et donc, faisons en sorte de les attirer, quand ils sont venus de les retenir, et quand ils sont sortis de les faire revenir. Et pour ça, finalement, progressivement, on a mis en place des processus autour de l'andragogie. Alors, ça, c'était un peu le premier levier qui a réellement transformé l'approche. L'andragogie, donc, c'est la pédagogie pour adultes. La réelle différence, finalement, c'est que quand on apprend à un enfant de 6 ans à écrire, en septembre, on peut lui apprendre les lettres. En octobre, on combine les lettres. Et puis, en juin, il sait lire. Un adulte, si on veut le garder avec nous, si on veut en faire un vrai partenaire, il faut lui donner une vision, il faut lui donner une direction, il faut lui montrer les étapes, et on aura d'autant plus de chances qu'il adhère de façon proactive à la formation. Et puis la deuxième évolution majeure que j'ai vue apparaître pendant ces 10 ans, ces 10-20 ans, c'est la notion de granularité. En 20 ans, la capacité d'attention d'un adulte, d'un être humain, est passée de 45-50 minutes à 10-20 minutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dirais les bulles, les unités de formation ne devraient jamais dépasser 10 à 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut savoir couper, ça veut dire qu'il faut savoir créer des modules le plus court possible, et ça veut dire aussi qu'il faut peut-être mettre en place des nouveaux formats, comme par exemple, et on est dessus, des podcasts. C'est exactement le type de format qui fonctionne très bien en andragogie quand on veut faire des modules courts, et puis pourquoi pas aussi des micro-learning qui ont de plus en plus de succès et que je propose de plus en plus à mes clients. Alors, je suis complètement d'accord. C'est quelque chose, nous, qu'on a vu aussi, l'utilisation de formats de plus en plus courts, de mise en place du micro-learning. C'est complètement d'accord avec toi. Comment tu les as intéressés? Puisque moi, je me souviens, il y a plusieurs années, c'était difficile de faire venir les gens au digital. Donc, comment à l'époque tu as pu le faire? Comment tu le fais aujourd'hui? Comment finalement tu as intéressé tous ces gens-là qui étaient pas forcément à l'aise avec l'informatique? Et je te dis ça parce que c'est encore le cas chez certains des clients aujourd'hui, des utilisateurs. Il y en a qui sont pas du tout à l'aise encore avec le digital. Et finalement, quelquefois, chez certains d'entre eux, on se retrouve plongé une bonne dizaine d'années en arrière. Comment toi, tu es arrivé à passer ce cap? Alors, il y a deux populations qui sont concernées dans la transformation. Il y a les décideurs, les responsables de formation, les directions générales qu'il faut convaincre. C'est pas forcément une mince affaire. Je dirais que aujourd'hui, on les amène vers une approche plus digitale, à la fois pour des raisons économiques, dans certains cas, pour des raisons aussi d'image, pour des raisons de congruence, parce que de plus en plus, les collaborateurs utilisent des outils digitaux pour travailler, donc quelque part, c'est du vie ma vie, on leur fait vivre ce qu'ils font vivre à leurs clients. Donc ça, c'est, je dirais, des leviers pour convaincre les directions. Maintenant, les vrais individus, le cœur de cible, les gens qu'il faut réellement convaincre, ce sont les collaborateurs, ce sont les apprenants, les utilisateurs. Et là, encore une fois, il faut se mettre dans leurs chaussures et il faut leur proposer des supports, des outils qui soient le plus adaptés possible à leur mode de travail, donc nomade. Donc très souvent, ça veut dire qu'il faut d'une part des outils qui soient parfaitement responsives et qui fonctionnent sur tout type d'outils. Encore une fois, je reviens sur cette notion de granularité parce que quand on est nomade et quand on se forme pendant son temps de travail, eh bien des micro-modules, ça a du sens et ça permet, je dirais, d'intégrer de la formation sans surajouter de la pression. Et puis, il y a quand même quelque chose qui marche très 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 bien, c'est la gamification. Et la gamification de la formation, pas forcément de la gamification complètement déjantée, simplement des petits concours, des
petits incentives, des concours inter-équipes, des jeux, ça fonctionne particulièrement bien. Avec une dimension sur laquelle il faut être particulièrement vigilant par contre, c'est d'éviter de tomber dans le travers des paillettes du digital, c'est-à-dire éviter à tout prix de se retrouver avec des outils très beaux, très chers, très innovants, mais qui finalement font surtout plaisir à ceux qui les conçoivent et ne correspondent pas au profil de ceux qui vont réellement les utiliser. Donc ça, il faut être très vigilant parce que c'est tentant, parce que quand il y a du budget, ben c'est sympa de vendre des formations riches, mais sincèrement, c'est pas forcément l'idée du siècle. D'accord. Alors effectivement, c'est quelque chose de très important. Je voulais revenir sur la notion nomade. Est-ce que toi, au fil des ans, j'imagine que tes apprenants étaient sur PC plutôt, et aujourd'hui, ce que tu vois avec Santé Neuf, on est plutôt toujours sur PC ou on est plutôt sur tablette, voire sur smartphone? Comment se fait la consultation finalement des modules aujourd'hui? C'est important cette notion de responsive, de data WAD, les concepts anytime, anywhere, any devices. Mhm. C'est d'actualité dans les laboratoires que tu accompagnes? Alors, c'était d'actualité depuis un bout de temps pour les commerciaux, pour les gens de terrain, qui maintenant, ça fait une dizaine d'années, qui sont utilisateurs réguliers de différents types d'outils. Maintenant, je dirais que ce qui s'est passé cette année avec la Covid et avec la crise qu'on est en train de vivre, ça a quelque part élargi ce côté nomade à des gens qui ne l'étaient pas. Le télétravail a reconstruit complètement la façon de travailler, les horaires de travail sont différents, les lieux de travail sont différents. Donc aujourd'hui, même des formations qui vont s'adresser à des cadres sédentaires, à des gens qui sont censés être derrière un bureau, aujourd'hui, ces formations-là, elles auront d'autant plus d'appétence qu'elles seront responsives et qu'elles pourront être commencées sur un PC, être poursuivies sur une tablette. Pourquoi pas une petite bulle qui sera faite dans les transports en commun sur l'iPhone. Enfin, tout ça, c'est aujourd'hui ce sont aujourd'hui des critères d'acceptabilité et d'expérience utilisateur essentiels. Et quand on interroge les utilisateurs, quand on fait des tests de satisfaction, des enquêtes de satisfaction, on voit qu'un des critères clés, c'est la possibilité d'apprendre partout où je veux, quand je veux. D'accord. C'est effectivement ce que nous aussi on observe beaucoup, et de plus en plus effectivement de personnes se forment vraiment sur tous les supports, et on voit au fil des consultations sur les plateformes de Learning Management System, on voit les gens démarrer sur les PC ou les Mac, souvent des PC dans l'industrie, poursuivre chez eux effectivement sur des tablettes, et puis terminer notamment les quiz où tu parlais de gamification, les jeux se font également beaucoup sur smartphone, probablement dans les transports entre mains ou dans les salles d'attente. Alors je sais que les salles d'attente, ça a été pendant très longtemps un des rêves de l'industrie de la santé pour occuper les délégués notamment. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus propre à la santé, qu'on voit vraiment, vraiment partout. Je voulais te poser des questions sur l'accompagnement de ce e-learning. Comment tu faisais dans ce laboratoire et comment tu le proposes aujourd'hui? Je parle notamment des tutorats. Est-ce que tu faisais des formations tutorées? Est-ce que tu utilises avant, après une formation en digital learning, des classes virtuelles, par exemple? Comment tu as accompagné les délégués médicaux ou d'autres populations dans ce laboratoire ou dans tes clients aujourd'hui?
Alors, je ne crois pas, pour l'avoir tenté et testé, hein, je ne crois pas au tout digital. Je ne crois pas même si l'outil est très très bien conçu, je ne crois pas à la capacité d'un collaborateur et à l'envie surtout d'un collaborateur de n'interférer qu'avec un outil ou qu'avec un avatar ou qu'avec la gamification, même si ce sont des éléments importants. Donc, au même titre que dans la relation commerciale, le tout digital montre ses limites, dans le learning, dans le développement, le tout digital n'est certainement pas la solution ultime. Et je crois beaucoup plus au figital, c'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir à mixer du présentiel, ponctuellement, du pur digital, des classes virtuelles pour se retrouver pas tout à fait en présentiel, mais avec de l'humain quand même. Et en fait, en fonction à la fois de l'aspect économique, de l'aspect géographique, du temps disponible, de l'environnement, hein, on peut reparler de la crise de la Covid, ces éléments-là, il va falloir jouer avec, il va falloir mixer. Et c'est un peu comme ça que j'ai vu l'évolution ces dernières années et que c'est un peu ce que c'est aujourd'hui typiquement ce que je propose au laboratoire, quand on me demande de retravailler sur, je dirais, la stratégie de formation, c'est réellement une approche homogène, c'est-à-dire différents médias pour un même objectif et la combinaison de ces médias qui peut être plus ou moins physique, plus ou moins digital, plus ou moins, enfin, dont le mix va être typiquement ajusté et à l'environnement et à l'apprenant. On peut même imaginer, et c'est ce qu'on commence à voir venir, que ce soit les apprenants qui choisissent la part de physique et la part de digital dans leur formation globale. J'ai bien aimé le mot que tu as employé, je l'ai mal entendu. Tu peux le répéter, le mot qui, pour toi, fait référence à tout ça? Ah, pour moi, c'est le figital. Le Physique. figital, Le d'accord, figital, donc je le je le re physique, le mix entre le physique et le digital. d'accord, je connaissais pas l'expression, merci Jean-Claude. Alors c'est vrai qu'il y a plein de mots dans le digital, souvent avec des forts anglicismes et on va en employer un puisque tu parlais de personnalisation, de mixte de différents canaux. Est-ce que toi, dans ce laboratoire où aujourd'hui tu fais des parcours de plus en plus personnalisés, je pense notamment à l'adaptative learning. Est-ce que tu l'as utilisé ou c'est pas encore quelque chose qui est courant? Alors, c'est quelque chose qui commence à être entendu. Je pense que il y a encore un gros travail, comme il y avait il y a quelques années du travail pour convaincre sur la digitalisation. Il y a du travail pour convaincre sur l'adaptation à l'individu. Je pense que c'est la prochaine étape et c'est le chantier qui est devant nous aujourd'hui. On a encore aujourd'hui des interlocuteurs dans les industries qui veulent garder la main finalement sur le parcours. Ils veulent construire Oui. des parcours, donc ils ont tendance à les ajuster à des personas finalement, donc à des profils types de collaborateurs. Donc on est sur le chemin, c'est-à-dire que là où il y a 5 ans, on avait le parcours, aujourd'hui on a des parcours, mais on n'est pas encore au parcours individualisé, en tout cas pas dans l'industrie pharmaceutique. Je pense que ça va venir, mais il va falloir pousser. Il va falloir pousser, il va falloir convaincre, mais c'est typiquement je dirais, à mon avis, c'est l'évolution des 5 années qui viennent devant nous avec l'ensemble des outils qui vont permettre d'arriver à cette individualisation. Alors je pense que tu as raison. Nous, on a travaillé sur ces sujets, notamment pour une banque avec, plusieurs milliers de collaborateurs, sur l'acculturation digitale. Et comme on ne peut pas former de la même façon des gens qui sont de la génération Z, des millennials ou des gens qui ont plus de 50 ans, ils n'ont pas les mêmes connaissances. Et surtout sur les millennials, si on leur parle de sujets qu'ils connaissent déjà, en gros, ils vont zapper rapidement. On est obligé effectivement de personnaliser et de faire des micro-modules, comme tu le disais tout à l'heure, de quelquefois 2, 3, 5 minutes, pas plus. Mais
d'en faire beaucoup et avec des algorithmes et des questions en amont d'aller adresser ces nouvelles populations. Je voulais qu'on revienne sur l'impact de la Covid sur la formation et peut-être comment tu l'as vécu et l'impact que tu as eu sur les 2 derniers projets que tu as faits, les 2 grands projets que tu as en cours, que tu as faits. Comment ça a impacté cette pandémie dans ton métier? Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les industries de santé dans les transformations digitales et non digitales. Le premier confinement, le 15 mars, dans la semaine qui a suivi, j'ai eu autant de demandes de digitalisation, que ce soit digitalisation de la formation ou digitalisation de la relation avec les professionnels de santé. J'ai eu autant de demandes en une semaine que dans les 2 années précédentes. Ça veut dire qu'il y a clairement une accélération qui s'est mise en branle face à l'adversité. Donc l'enseignement qu'il faut en tirer déjà, c'est que tant qu'on n'est pas au pied du mur, il y a énormément d'industriels qui ont tendance à ne pas embrasser l'innovation. Donc l'anticipation serait certainement une très bonne chose. Tu as vraiment eu une vraie accélération, c'est-à-dire des gens qui ne pensaient peut-être même pas au digital, qui sont venus te voir parce qu'il y avait une vraie nécessité de bouger les lignes? Ah bah, c'est-à-dire que là, carrément, les gens n'avaient pas le choix. Notamment, il fallait par exemple mettre à niveau la formation réglementaire ou la formation produit de collaborateurs. Il y a une deadline et on se retrouve tous confinés à la maison. Donc là, on s'est retrouvé dans un premier temps dans une situation où de toute façon, on était au pied du mur. Il fallait le faire. Donc, beaucoup d'ailleurs d'entreprises se sont lancées là-dessus et finalement, on se rend compte qu'il faut vraiment faire le tri entre le bon grain et l'ivraie parce que il ne suffit pas de décréter qu'on va digitaliser, hein, c'est une réflexion, c'est un travail de fond. Donc, ce qui est vraiment dommage, c'est que cette crise de la Covid a, je dirais, déclenché une action qui est purement une action réactionnelle. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a mis dans la tête des décideurs qu'il était grand temps de bouger. Donc aujourd'hui, les choses se font un petit peu plus calmement et on est en phase où on peut mettre en place des projets structurants, des projets solides de digitalisation, que ce soit digitalisation de la formation, que ce soit la digitalisation des séminaires, que ce soit la digitalisation de la relation avec les professionnels de santé. On le fait calmement, on le fait avec des objectifs stratégiques qu'on décline en mise en place tactique. Donc on retrouve un mode de fonctionnement logique. La bonne nouvelle, c'est que des gens qui n'étaient pas prêts à y aller ont compris que là, il fallait y aller et ils ont goûté. Ils se sont fait un petit peu mal par moment parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais ils ont goûté et ils ont vu que le retour en arrière n'avait plus de sens. Tu parlais d'une action réactionnelle et nous, on l'a vécu aussi avec énormément de demandes, effectivement, dès le mois de mars, finalement, avec des sociétés qui voulaient digitaliser leur formation présentielle et il fallait aller très vite parce que on va reparler d'ailleurs des séminaires dans très peu de temps. Mais est-ce que tu crois que ça va enclencher un mouvement de fond ou ça va rester à uniquement, ça sera uniquement réactionnel? Est-ce que cette digitalisation, elle va se poursuivre et que finalement, on va aller vers un monde de formation, comme tu disais, tout à l'heure, qui fera la part belle entre du vrai présentiel avec des vraies classes, j'espère à post-pandémie, des classes virtuelles, et puis de la continuation d'un certain nombre d'éléments digitaux. Bah, je crois que ça dépend essentiellement de nous. C'est-à-dire, quand je dis nous, ce sont les professionnels de la digitalisation ou de la formation ou du séminaire. Ça va dépendre de la qualité de l'offre qu'on va apporter à ses clients. Euh, Encore une fois, si on la joue, vous avez besoin de nous, vous avez besoin de digitalisation, donc voilà ce qu'on va faire, une digitalisation à marche forcée, sans tenir compte de l'expérience utilisateur de vos collaborateurs ou de vos clients, on ira dans le mur et ce sera vécu comme un pis-aller. C'est-à-dire que les gens auront vécu cette période, cette crise, et puis essaieront très très vite de revenir au mode antérieur.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un rôle majeur à jouer. On est encore en phase de crise. On parle de deuxième, puis de troisième confinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc c'est maintenant qu'on doit démontrer qualitativement qu'il y a un bénéfice et que ce bénéfice aurait existé aussi, même s'il n'y avait pas de confinement et même s'il n'y avait pas d'impératif à faire du digital. Si on peut démontrer par les faits que les tests digitaux que font nos clients actuellement les amènent vers du mieux, du plus et une plus forte satisfaction des utilisateurs, on aura gagné et on ne reviendra pas complètement en arrière. D'accord, je partage ça complètement. Je voudrais que tu me parles, de la digitalisation d'un séminaire en présentiel que tu as fait et qui sincèrement, lorsqu'on en a parlé ensemble, m'a beaucoup impressionné parce que finalement, tu as réussi l'exploit et pour moi, c'est un exploit de transformer quelque chose, qui est très ludique, interactif dans un séminaire très vivant. Et je pensais moi que c'était très, très compliqué, voire impossible de digitaliser et que ça reste fun, un séminaire ça et je crois que, avec une autre entreprise, tu as réussi cet exploit. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors il faut peut-être remonter un petit peu en arrière en fait. Quand j'étais encore au comité de direction du laboratoire dans lequel j'ai passé plus de 25 ans, mon patron, le président de la boîte, a eu cette vision de dire et si on demande à nos collaborateurs terrain de digitaliser de plus en plus leurs relations avec les professionnels de santé et si on leur faisait vivre l'expérience et si on mettait en place un séminaire digital. Ça, c'était il y a 4 ans et depuis, voilà, j'ai eu plusieurs expériences de digitalisation de séminaires, pas toujours réussies, parfois un peu douloureuses. Et puis aujourd'hui, on arrive à une certaine forme de maturité, pas chez tout le monde, hein, mais chez quelques laboratoires. Et puis dans l'offre que je propose avec des partenaires, hein, je suis pas seul sur un séminaire, loin de là, on a commencé à atteindre une certaine maturité. Le séminaire, c'est dans l'industrie pharmaceutique comme dans beaucoup d'industries où il y a beaucoup d'itinérants, beaucoup de gens sur le terrain, c'est le moment clé où on se rencontre, où on se retrouve, etc. Je pense qu'on ne supprimera pas le séminaire physique. En tout cas, on ne le supprimera pas complètement dans le futur. Encore une fois, on reparle de figital. Les gens auront besoin de se voir, envie surtout. Au-delà du besoin, c'est l'envie et l'appétence pour cette capacité à se voir, à se parler, à faire la fête. Pour autant, réunir les gens de façon virtuelle et de façon digitale, c'est un vrai challenge, mais Oui, oui. ça peut réussir. Ça peut réussir et ça peut fonctionner quand encore une fois, à nouveau, on se met dans les chaussures des utilisateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont vivre ce séminaire, et qu'on travaille sur un certain nombre de critères clés. Des plénières courtes, des plénières séquencées, une approche audiovisuelle de qualité. C'est vrai qu'il faut absolument des supports et des outils de grande qualité. Une vraie variabilité dans ce qu'ils vont vivre dans la journée, c'est-à-dire une alternance de plénière, une alternance d'ateliers, de sous-commissions. Il faut prévoir des temps de repos, des temps de travail individuel. Il ne faut pas oublier que les gens sont chez eux, qui peuvent déconnecter physiquement ou en tout cas intellectuellement à peu près quand ils veulent. Alors c'était vrai avant dans les grandes plénières, hein, au fond on pouvait dormir tranquillement pendant la plénière du président, ça se voyait pas trop, là ça se voit encore moins. Donc il faut très régulièrement les solliciter, très régulièrement créer de l'interactivité, de l'interaction à travers le chat, à travers des questions, à travers des jeux. Donc il y a toute je dirais cette proximité qu'il faut reconstruire pour faire des séminaires qui peuvent réellement tenir en haleine les collaborateurs pendant 2 voire 3 jours d'affilée. C'est énorme et du coup, les mots-clés là, c'est motivation, rythme, interactivité, c'est ça? Oui, rythme, beaucoup de rythme, interactivité le plus possible et puis il faut surprendre. Il faut surprendre, par exemple, le dernier séminaire, du mois de janvier,
on a conçu un team building. Ça paraît très très iconoclaste d'imaginer un team building alors que chacun est chez soi. Oui. Et en fait, le team building consistait à réécrire des chansons. Euh, et ces chansons, le soir, elles étaient, alors bien sûr, entendu, sur la thématique du séminaire. Hein. Voilà, on faisait travailler les équipes entre elles, donc en visio. Et puis, ces chansons, le soir, elles étaient jouées, interprétées par un orchestre live. Donc, bien entendu, l'orchestre, il n'était pas chez chacun, mais l'orchestre, bien, il était sur un plateau. Il jouait les chansons que les gens avaient écrites. Et puis, on avait bien sûr la possibilité de voir les gens hein, en vignette. Donc, chacun pouvait se voir. On était quand même une équipe, il y avait plus de 100 personnes. Donc un apéro digital le soir, un apéro concert, chacun chez soi. On pouvait inviter son conjoint, on pouvait inviter les enfants. On avait envoyé bien entendu une petite bouteille de champagne à domicile. Et du coup, on a recréé une vraie convivialité. On a vu des gens qui dansaient. On a vu des gens qui dansaient C'est chez eux c'est énorme. autour de chansons qu'ils avaient écrites sur la thématique du séminaire. Non, bravo, tu m'en avais parlé très très brièvement, mais je ne savais pas que vous étiez allé aussi loin. Terminer un séminaire virtuel digital par un apéro lui-même digital, enfin physique et digital, figital comme tu dis, Voilà. c'est vraiment splendide, je trouve. Et je crois que tu as eu ou vous avez eu avec ton équipe des retours excellents en termes de retour de satisfaction. Oui, alors encore une fois, qu'il s'agisse de séminaires, qu'il s'agisse de formation, je pense que il faut surtout pas avoir peur d'aller chercher du retour, d'aller chercher du feedback et de faire des questionnaires de satisfaction, mais pas des questionnaires d'autosatisfaction, des vrais questionnaires qui appuient sur les points où on risque de ne pas réussir. Donc on a, dans la foulée du séminaire, conçu, enfin en amont du séminaire, on avait conçu un questionnaire de satisfaction qu'on a diffusé dès la fin du séminaire. On a eu 100% de répondants, ce qui est Ah oui, déjà en soi exceptionnel. c'est Hein, exceptionnel. c'était un Google Form, hein, tout simple, hein, Ah oui, mais plutôt bien foutu. 100% de répondants, c'est énorme. Voilà, 100% de répondants alors qu'il y avait plus de 25 questions, ce qui était assez long. Il y avait une bonne quinzaine de minutes de travail, voire 20 minutes pour répondre. Et en termes de Net Promoter Score, hein, on était sur les échelles analogiques, les échelles de 0 à 10, on n'a aucun item en dessous de 8,5 et la moyenne est à 9,2 ou 9,3, ce Ah oui, qui est au-dessus des meilleurs séminaires présentiels qu'on ait pu vivre. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire de présentiel. bien sûr. Il manquait cette dimension hyper festive, cette dimension hyper relationnelle de l'apéro informel, de la pause dans les couloirs, etc. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si réellement on applique des formules éprouvées, on peut aujourd'hui créer de la motivation et créer de la satisfaction chez les collaborateurs à distance. C'est superbe. Je voulais, pour terminer, te parler d'un autre cas que tu as fait, qui était la digitalisation d'une session de formation qui était auparavant faite en présentiel. Alors, on est en train de parler de formation sur de l'environnement santé, sur des produits. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'était déjà simplement à cause de la Covid ou est-ce qu'il y avait d'autres enjeux? Et comment tu as fait pour mettre en place cette formation digitale? Passer encore une fois du présentiel au digital? Alors en effet, j'ai été interrogé par un laboratoire pharmaceutique de taille moyenne qui m'a demandé de les accompagner dans la refonte de leur programme de formation. Et pour moi, la refonte devait passer par une part de digitalisation parce qu'on était très traditionnel, on était sur des modules PowerPoint. Alors il y avait déjà un embryon de digitalisation, mais c'était plus du PowerPoint animé. Il n'y avait pas réellement de stratégie, de formation, de granularité dans la formation. Il n'y avait pas d'étapes, il y avait pas je dirais, de vision de là où on pouvait emmener la formation. Et c'est pas péjoratif pour ce laboratoire. C'est le cas de la plupart des formations quand il s'agit de formations produits très techniques. Donc, il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre parce que ça a un coût qu'on peut éviter. C'est-à-dire que là, on est, enfin, je suis personnellement persuadé qu'on ne peut pas l'éviter parce qu'on a besoin pour faire en sorte que les collaborateurs
adhèrent à des formations, on a besoin de les transformer, de les digitaliser, de leur donner une finalité. Pour autant, vu d'un point de vue purement financier, c'est pas un enjeu prioritaire. Le contenu est prioritaire, mais pas forcément la forme. Donc il a fallu convaincre. Et puis, je dirais que le levier le plus efficace pour convaincre et puis pour avancer, ça a été la co-construction. C'est-à-dire que très tôt dans le projet, j'ai recommandé et proposé que un nombre significatif de collaborateurs soient impliqués dans des groupes de travail. On a mis en place des groupes contenu, des groupes format, des groupes gamification, des groupes certification, tests de connaissances, etc. Et chacun de ces groupes a construit, a proposé, et finalement, on en est au stade là aujourd'hui de la livraison du produit et finalement sur une équipe de 150, 200 collaborateurs, on en a plus d'un tiers qui ont contribué plus ou moins directement à la conception. Donc on a un tiers d'avocats qui vont être des champions et qui vont être je dirais des relais pour valoriser cette formation. Et je pense que ça fait partie aussi des clés du succès. Cette construction qui est vraiment très intelligente, tu l'utilises avec tous tes clients ou c'était spécialement pour ce laboratoire-là? Alors, je ne l'utilise pas depuis très longtemps. Par contre, je dirais que je l'ai découvert il y a maintenant, oui, un peu plus d'un an, 1 an ou 2, et toutes mes recommandations reposent sur de la co-construction. Qu'on parle de formation avec des collaborateurs ou qu'on parle même de propositions marketing vis-à-vis, par exemple, de professionnels de santé, euh, systématiquement, si je suis interrogé, je vais proposer de co-construire avec un panel représentatif de clients qualitativement. Donc on ne sera pas sur des panels quanti énormes, mais on sera sur un panel qualitatif représentatif, y compris d'ailleurs dans certaines situations, en incluant des patients et notamment des associations de patients qui co-construisent avec nous les solutions. C'est vrai qu'on y pense souvent avec les associations de patients. On y pense moins quand c'est des collaborateurs et c'est tout aussi pertinent, voire encore plus pertinent. C'est le principe de la symétrie des attentions. Tout à fait. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre, enfin, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de dire à des collaborateurs, tenez compte de l'expérience utilisateur de vos clients sans tenir compte de leur propre expérience collaborateur. Donc on ne Je suis peut pas d'accord. leur dire faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Et ce qu'on fait avec les clients, il faut le faire avec les collaborateurs. Jean-Claude, on va terminer ce podcast. Je voudrais en conclusion savoir, avec toute l'expérience que tu as accumulée au cours de ces années, si tu avais un livre qui t'avait particulièrement marqué dans le domaine de la formation et que tu pourrais nous recommander, ou un film ou un documentaire sur YouTube, ou quelque chose qui t'a aidé dans cette approche de formation tout au long de ta carrière? Alors je vais être très traditionnel, ça va être 2 livres. 2 livres si tu veux Le bien, livre, d'accord. tu m'en demandes un, je C'est t'en bien. donne 2. Bon, Moi aussi, j'en lis beaucoup. voilà, c'est pas du digital, c'est du livre papier parce que Ouais, ça mais fait voilà, c'est pas mal j'aime aussi. bien aussi. Voilà, c'est pas mal aussi. En fait, ce sont 2 livres qui ont été écrits par 2 personnes qui sont des vrais experts de la formation et qui m'ont beaucoup inspiré. Ça a été quand j'ai été leur client, puis j'ai travaillé avec eux. Aujourd'hui, ce sont des collègues, qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. La première, c'est Sophie Couraud. Son livre s'appelle Les outils d'excellence du formateur. On y parle beaucoup de granularité, comme tout à l'heure, on y parle beaucoup de stratégie de formation. Et puisqu'on parle de stratégie de formation, eh bien, le deuxième ouvrage que je vous recommande, il a été écrit par Philippe Corda et il Ah s'appelle oui, Stratégie et formation, développer l'atout concurrentiel humain. C'est un remarquable ouvrage stratégique et qui repositionne la formation au niveau stratégique. oui, oui, tout à fait, que j'ai lu aussi. Je connais Philippe Corda qui a pendant très longtemps travaillé à la Ségos et Mhm. qui a créé son entreprise depuis, je crois. Tout à fait, tout à fait.
Oui, oui, c'est un homme effectivement remarquable. Je voulais remercier, avant de nous quitter, toi d'abord, Jean-Claude. Merci pour ton témoignage. Merci d'avoir participé à ce podcast. Je me suis régalé, vraiment. C'était très, très intéressant, sincèrement. Et puis, je voulais remercier également les auditeurs de ce podcast qui nous ont écoutés. Euh, je voulais souhaiter également une longue vie à Santé Neuf. Je crois qu'avec ton expérience de la santé, ton expérience du digital, bah, tu vas pas manquer de travail dans les mois et les années qui vont venir parce il y a un boulevard devant toi dans l'accompagnement. En tous les cas, ce que je vois, moi, dans le domaine de la santé, bien sûr, mais dans les autres domaines d'activité, il y a des choses fantastiques qui se préparent et on aurait pu aller sur d'autres sujets, mais on les réservera pour un prochain podcast, Jean-Claude. Et merci à toi, Gérard. Merci pour ta confiance. Et puis, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur des sujets sur lesquels on a des visions, finalement, qui se rejoignent assez bien. Absolument. Un grand merci. À très bientôt. À Au revoir, bientôt. À Jean-Claude. bientôt. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.